On parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Mais assez rapidement, on a tendance à résumer ça à ChatGPT, Gemini ou encore Mistral. La réalité, c'est que ça ne représente que 0,5% de c'est quoi l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le restant. C'est quoi le machine learning, c'est quoi le deep learning, avec des exemples très concrets notamment de ce qui se fait dans le secteur industriel pour imager ces concepts et pour que vous les compreniez de manière très efficiente. J'espère que vous êtes prêts, car cette vidéo va être assez dense, donc soyez prêts. Tout d'abord, le digital n'est plus un support, c'est devenu un vrai multiplicateur. Vous le voyez, hein, de plus en plus, les entreprises essayent de se digitaliser avec des responsables de transformation digitale, etc. Et ce n'est pas pour rien. Tout d'abord, parce que c'est un effet de levier qui est juste énorme. Maintenant, si on arrive à digitaliser un processus, ben déjà maintenant on va pouvoir y mettre de l'intelligence artificielle à l'intérieur, mais surtout on va pouvoir le mettre à l'échelle beaucoup plus rapidement, grâce au digital. Deuxième point, c'est la standardisation. Maintenant, si on arrive à digitaliser un processus, on va beaucoup moins dépendre de l'humain parce qu'on va pouvoir aussi mettre en place de l'automatisation, etc. dessus. Et ça nous permet en plus de standardiser nos processus parce que le digital va nous permettre de tout formaliser. Et pour finir, la vitesse, parce que ça va nous permettre drastiquement de réduire les cycles et donc d'aller beaucoup plus vite grâce au digital parce que maintenant des opérations peuvent se faire en quelques millisecondes alors qu'avant il fallait peut-être des journées avant de le faire. Typiquement, quand on a commencé à digitaliser les emails, au lieu d'envoyer un courrier à la main, on a pu le faire beaucoup plus rapidement à travers des emails. Rapidement, hein, pourquoi le digital? 5 points majeurs. Tout d'abord, l'IA qui est en train de quand même révolutionner notre rapport au temps. Avant, ce qui pouvait prendre des heures, voire des jours, peuvent être faits en seulement quelques secondes, voire des fois en quelques millisecondes, voire vous n'avez absolument rien à faire, puisque maintenant l'IA peut le faire toute seule. Ensuite, ça nous permet aussi hein, d'automatiser les tâches répétitives opérationnelles, donc de diminuer tout ce qui va être administratif, d'avoir aussi beaucoup moins d'erreurs manuelles grâce à ces tâches qu'on peut automatiser, mais aussi avoir plus de temps pour le métier, ce qui n'est aussi pas n'importe quoi. Troisième point, d'améliorer la performance opérationnelle. Maintenant, grâce au digital, on peut créer des outils sur mesure qui permettent de fluidifier notamment l'expérience avec le client, mais aussi de la rendre plus rapide et différenciante. Avant-dernier point, d'exploiter les données pour mieux décider. Bah oui, le digital, c'est avant tout récupérer de la donnée, et grâce à ces données, on va pouvoir passer de la phase d'intuition à des décisions qui vont être basées sur des faits en temps réel, mais encore une fois, grâce au digital. Et le dernier point, de pouvoir connecter tous les systèmes industriels ou tous les systèmes dans n'importe quel type d'entreprise où c'est plus des silos avec un ERP d'un côté, un MES de l'autre, des capteurs machines, de la maintenance, de la qualité, avec tout qui est dispatché. Maintenant, on peut unifier tout ça, notamment grâce au digital, parce qu'on peut avoir accès à de l'IA, à de l'automatisation qui nous permettent d'aller chercher toutes ces informations. En revanche, pour commencer mon propos, je dirais que toutes les transformations digitales ne se valent pas. Pourquoi? Car il y a 3 différents niveaux de digitalisation que vous allez comprendre assez rapidement. Le premier niveau, c'est la partie numérisation. C'est vraiment quand on a commencé à se dire on passe du papier au digital. Donc quand par exemple, au lieu d'envoyer des courriers écrits à la main, on a commencé à envoyer des emails. Mais ça, c'est de la numérisation. On va voir ensuite exactement qu'est-ce que c'est. Deuxième point, l'automatisation. Donc là, on enlève des tâches répétitives. On va pouvoir automatiser des processus entiers. Et pour finir, l'intelligence, où là, on a un système qui aide à décider. La réalité aussi, hein, c'est que beaucoup d'entreprises pensent être digitales, mais la vraie réalité, c'est qu'elles sont uniquement numérisées. On va donc pouvoir voir les différences dès maintenant. Le premier niveau, c'est donc le niveau de numérisation. Là, c'est vraiment le fait de transformer le support, mais le process reste exactement le même. Par exemple, ça va être un PDF au lieu d'avoir du papier, ça va être un ERP au lieu d'avoir plein de dossiers physiques un peu de tous les côtés, ou encore ça va être de l'email au lieu d'avoir du courrier. Donc c'est exactement la même chose, hein. Le travail reste le même, on va faire la même chose, on va par contre, gagner en traçabilité parce qu'on va passer par du digital. Typiquement, aujourd'hui, si vous voulez retrouver tous les mails que vous avez envoyés à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple que si on doit retrouver tous les courriers qu'on a un petit peu dans tous les sens. Donc oui, on gagne en traçabilité. Mais par contre, il n'y a pas de gain majeur de productivité. C'est vraiment faire la même chose, mais différemment dans le monde digital. Donc ça, la plupart des entreprises y sont passées. On y est encore de plus en plus, notamment avec la facture électronique, par exemple. Ça rentre exactement dans ce niveau de numérisation. Donc là, vraiment, on digitalise le contenant et pas forcément la manière de travailler. Mais c'est par contre une base qui est essentielle pour la suite. Le deuxième niveau, c'est donc le niveau d'automatisation. Là, par contre, on va commencer à supprimer des tâches répétitives. Par exemple, ça va être la génération automatique de rapports de production. Ça va être des alertes automatiques sur des anomalies machines, avec des capteurs, par exemple, sur les machines. Ça va être des ordres de maintenance déclenchés automatiquement, quand, par exemple, on va atteindre un certain seuil. Ou ça peut être encore de la synchronisation automatique entre l'ERP et, par exemple, votre outil de production. Là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on va commencer à gagner du temps et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et que nous, on met souvent en place chez les entreprises. Ça permet aussi de faire moins d'erreurs puisqu'on va tout automatiser, donc c'est toujours la même chose et donc ça va très vite. Et aussi, ça permet de fluidifier ces processus grâce à l'automatisation où donc, par exemple, les gens n'ont pas des tâches à faible valeur ajoutée où ils doivent toujours faire la même chose. Ben non, tout est automatisé en temps réel. En revanche, hein, la réalité, c'est que le système ne comprend pas,
le système ne fait que exécuter. C'est quelque chose où je lui dis si on fait A, alors B, si c'est alors D, mais par contre, il ne sait pas forcément comment on change tout ça. Là, la grosse problématique qu'il y a eu, c'est qu'assez rapidement, on se trouve avec des systèmes où il n'y a absolument pas d'intelligence. C'est ça, en fait, on accélère le processus, mais on ne le rend pas forcément intelligent derrière. C'est pour ça que le niveau 3, donc le niveau intelligence, qui est notamment lié fortement à l'intelligence artificielle, où donc là, le système comprend, il va analyser et va aussi assister à la décision en temps réel. Par exemple, ça peut être de la détection automatique de défauts sur une ligne de production, ça peut être de la prédiction de panne machine avec de la maintenance prédictive, ça peut être de l'analyse automatique de données de production. En temps réel, on rassemble la donnée et on fait de l'analyse, ou encore de la recommandation d'optimisation des paramètres de machine. Pourquoi pas, éventuellement. Là, les caractéristiques clés, hein, c'est vraiment une réduction massive de la charge cognitive, puisqu'on a un process intelligent qui prend cette charge cognitive à sa charge. On a aussi une vraie aide à la décision, parce que grâce à ces données, à toute cette intelligence, bah, en fait, c'est comme si on avait des personnes supplémentaires qui nous donnaient des retours. Et pour finir, c'est un réel effet de levier stratégique, puisque cette intelligence, on le verra par la suite, mais on va surtout l'abreuver par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre manière de réfléchir. Et donc ça va aussi permettre de faire du levier par rapport à votre compétence métier et par exemple, l'autre entreprise à côté de vous ne pourra pas faire pareil parce qu'elle aura pas la même intelligence. C'est pas une intelligence qui se crée comme ça, c'est en fait vous qui allez créer cette intelligence interne. Donc c'est un véritable actif que vous allez créer. Donc là, le point, c'est de dire, on ne va pas uniquement plus vite comme l'automatisation, mais là, on va surtout plus juste. Maintenant, vous allez me dire: «Bah oui, c'est sympa, mais où se situe l'IA dans tout ça?» En fait, l'IA, c'est vraiment le passage du digital exécutant, donc on fait que exécuter, au digital qui devient intelligent. Donc concrètement, l'IA, sa définition, c'est quoi? C'est un système informatique qui va être capable d'exécuter des tâches qui, jusqu'ici, nécessitaient un humain. Tout simplement. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc concrètement, l'automatisation, on pourrait aussi rattacher ça à l'intelligence artificielle. On va donc voir maintenant, hein, comment concrètement on définit l'IA et c'est quoi toutes les grandes différentes familles qu'on a au sein de l'IA. Par exemple, ça peut être reconnaître une image, ça peut être comprendre une question écrite, ça peut être proposer une réponse cohérente, comme par exemple sur ChatGPT, ça peut être optimiser un planning ou encore détecter une anomalie, que ce soit dans le secteur financier ou que ce soit sur une ligne de production. Par contre, ce qu'il faut retenir à tout prix et qui est ultra important, et nous on le répète à chaque fois dès qu'on fait un audit ou dès qu'on fait une exécution, peu importe, c'est que l'IA ne pense pas, l'IA calcule des probabilités. Et c'est ça l'IA. L'IA n'a pas de conscience, c'est-à-dire que demain, l'IA n'a pas une vision globale de c'est quoi le monde, c'est quoi les concepts, on est en train de travailler sur des nouveaux modèles, mais l'IA, pour l'instant, ne pense pas, l'IA est juste une suite probabilistique, elle comprend, c'est un algorithme, où en fonction de probabilité, elle va décider X ou Y. Souvent, par contre, quand je vous parlais d'IA, vous avez pensé là à ChatGPT et c'est normal. À part voilà, mon petit, message au début, mais souvent nous quand on le fait en audit, quand on dit: «C'est quoi l'IA?» les gens résument ça à ChatGPT et c'est normal. 99 des gens résument ça à ChatGPT ou à Gemini. La réalité, c'est que si on fait de la reconnaissance sur une image avec à la fois, voilà, les personnes, à la fois les feux rouges, à la fois les voitures, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Si on fait de l'OCR, donc si on va sur un document et on scrape les informations, on scrape le texte, on récupère le texte, là aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Je pense que vous l'avez tous fait. Par exemple, si j'écris à la main et j'ai pas une superbe écriture et j'écris à la main sur un papier, en fait, l'IA peut aller récupérer tout mon texte et peut me le mettre, par exemple, au sein d'un email ou peu importe. Donc ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Si on fait de la prévision des ventes, donc là, c'est notamment un outil qu'on avait eu avec un client, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Quand Amazon vous envoie un produit, c'est pas qu'ils sont ultra rapides quand ils livrent, c'est tout simplement qu'en temps réel, ils ont su que vous allez acheter et même ils l'ont su en fait quelques jours avant parce que c'est des modèles, des gros modèles qui rassemblent beaucoup de données et donc c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Si vous faites de la transcription, si vous faites de la transcription de français en allemand, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Si vous faites de l'analyse prédictive sur des machines pour savoir en temps réel si quand elles vont tomber en panne, est-ce qu'elles vont tomber en panne, voilà, dans le futur mois et aussi les recommandations en fonction, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Si vous faites de la génération de plans, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Ou encore les robots chez Amazon, c'est aussi de l'intelligence artificielle, sauf que c'est mis à l'intérieur d'un robot, mais c'est aussi de l'intelligence artificielle. Si on parle aussi du système bancaire, notamment l'analyse des fraudes, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT. ChatGPT, ça représente une toute petite partie dans les LLM. Les LLM, c'est Large Language Model. On va notamment y mettre tous les Gemini, les Claude, etc. Tous vont rentrer dans le LLM. Vous voyez que le LLM, si on regarde, ça représente quasiment rien en réalité de c'est quoi l'intelligence artificielle. C'est un point important parce que la plupart des gens, on utilise uniquement ça, hein, mais l'IA, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc vous voyez, hein, ici, il y a différents mots-clés qui sont importants, notamment le deep learning, le machine learning, qu'on va aller voir juste après. Et après, juste, il y a aussi le NLP, donc Natural Language Processing. Là, c'est tout simplement le fait de pouvoir parler
humain, enfin de parler de manière humaine à une IA. Donc vous savez, c'est notamment quand vous allez parler à ChatGPT. Donc ChatGPT fait partie du NLP, vous avez compris, mais le NLP peut être aussi autre chose que du LLM. Et là, c'est tout simplement quand vous allez parler à ChatGPT, ils vont tokeniser ça, donc en gros passer ça sous forme chiffrée, sous forme vectorisée. Ensuite, l'IA va travailler, elle va ensuite le décoder pour vous le remettre en langage humain, et donc comme ça, on peut échanger directement avec les IA. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu l'image globale de c'est quoi l'intelligence artificielle avec les différents concepts. Vous voyez qu'au final, ChatGPT n'est absolument en rien, ou en tout cas un tout petit point sur l'intelligence artificielle. Le premier niveau, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les règles. Ça, on a l'impression des fois que l'IA, c'est arrivé durant ces 5 dernières années. La réalité, c'est que depuis 1950, il y avait déjà de l'intelligence artificielle qui existait. Et notamment le premier niveau, qui était le niveau des règles. Donc, est-ce que c'était vraiment de l'intelligence artificielle? En tout cas, il appelait ça comme ça parce que c'était vraiment les prémices en fait de l'intelligence artificielle. Ce premier niveau, quand on parle d'IA, c'est du si alors. Si par exemple A, alors B. Par exemple, si le client est premium, alors la priorité, on la met haute. Si le stock est par exemple sous le seuil, alors on met une alerte. C'est tout simplement des règles qu'on mettait à la suite. Donc, ça, c'est des choses qui existent depuis vraiment très longtemps au sein des entreprises, mais c'est comme ça qu'on a commencé à faire les prémices de l'IA. Je vous rappelle, l'IA, c'est imiter ce qu'un humain est capable de faire. Et ça, un humain est capable de dire, ben, quand on atteint ce seuil-là, alors on fait ça. Donc oui, c'est pas de l'IA comme quand vous pensez à ChatGPT, mais c'était les bases même de l'intelligence artificielle qui ont débuté, comme je vous disais, autour des années 1950. Des exemples concrets, hein, ça encore applicable aujourd'hui, on n'est pas obligé de mettre de l'IA partout. Ces règles simples sont tout à fait intéressantes. Par exemple, si la température de la machine est supérieure au seuil, alors on fait une alerte maintenance automatique. Si le stock matière est inférieur au seuil, alors on déclenche une commande. Si le défaut détecté, s'il y a un défaut qui est détecté pardon, sur une pièce, alors on arrête la ligne. Ça, c'est des choses qui sont simples, c'était du si, c'était pas forcément une intelligence immense derrière, mais par contre, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent. Le problème, c'est plutôt quand les situations commençaient à devenir complexes. On se rendait compte souvent que le nombre de règles explosait. Ici, c'est plutôt simple. Je vous dis, si le stock est inférieur au seuil, on met une alerte, mais dans la majorité des cas, il y a plein de différentes conditions qui vont s'ajouter. Et donc souvent, on se retrouvait avec des énormes règles dans tous les sens, où en fait, on avait plein de règles qui s'enchaînaient, et au final, il suffisait qu'une règle était fausse ou une règle était oubliée, et le système n'était plus valable. Et ça, c'est important notamment quand vous vous demandez: «Voilà, moi j'ai un énorme système que je veux mettre en place, je peux pas mettre que des si vous allez vous retrouver avec quelque chose d'énorme et en plus, les réalités changeaient en temps réel parce que l'entreprise évolue, parce qu'il y a de nouveaux process que vous mettez en place. Donc en permanence, manuellement, il fallait remodifier toutes ces règles. Donc vous comprenez bien qu'il y avait un problème derrière et que rapidement, on avait des schémas qui n'avaient plus de sens et avec en plus des schémas qu'on n'arrivait des fois pas à expliquer. Puisque c'est des fois si demain je vous dis à un commercial, voilà, comment le commercial vend, en fait, il y a plein de choses qui sont aussi des choses qui sont innées, qu'il a en tête, mais qu'il ne peut pas forcément schématiser sous forme de règles. Donc ça aussi, c'était un point qui était assez intéressant. Là, il y a des exemples très simples, hein, des règles, je pense que vous en avez tous en tête, mais par exemple, quand vous êtes sur un Excel, tout simplement, et que vous dites, ben voilà, si supérieur à 80, tu mets en vert, sinon tu mets en rouge, mais ça, c'est quoi? C'est des règles. Si aussi, par exemple, vous faites des campagnes automatisées avec des suites d'actions, mais c'est exactement la même chose. Dans les workflows aussi, hein, dans les chaînes de production, c'est en fait exactement la même chose. Donc, vous avez compris, c'était les bases même de l'intelligence artificielle. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte, beh, voilà, toutes ces règles, c'est bien, mais en fait, souvent, on était un petit peu dans, le flou, dans l'inconnu et donc, nous, le point qui était important, c'est de se dire, comment on peut dépasser ça? Et c'est notamment comme ça qu'on est arrivé au machine learning, avant un petit hiver de l'IA où on en a plus trop parlé et dès que le machine learning est arrivé, là, par contre, ça a été un petit peu différent. Le machine learning, très simplement, ça va être une IA qui va apprendre à partir de données structurées. Je m'explique. On a complètement arrêté de se dire: «Beh, voilà, ça c'est toutes les règles qu'on a et du coup, tu me donnes tel résultat en fonction des règles». Là, on s'est dit l'inverse. On s'est dit: «C'est la machine qui va apprendre à partir de données». Il y a un exemple très simple. C'est un enfant, au début, quand il naît ou entre les premiers jours, on va lui dire: «Beh, voilà, ça c'est un chien». Je vais lui montrer 50 photos de chiens, je vais dire: «Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'est un chien» et après je vais lui montrer des photos de chats, 50 photos de chats. Et là, du coup, il va voir les photos de chiens et les photos de chats et il va analyser un petit peu, comment un chien s'est dessiné avec un petit peu, la queue, les oreilles, le pelage, exactement pareil pour le chat. Et en fait, au fur et à mesure, il va savoir me dire, quand je vais lui montrer un chien ou un chat: tiens, ça c'est un chien» ou «Tiens, ça c'est un chat». Et pourquoi? Parce que tout simplement, il a reconnu des patterns, des caractéristiques dans le chien ou dans le chat. Et au fur et à mesure, comme ça en fait, il apprend c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Il ne sait pas vraiment en fait c'est quoi un chien concrètement puisqu'il n'a pas la définition. Par contre, il sait à quoi ça ressemble. Et donc il est capable de me dire après c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Et le machine learning en fait, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que au lieu de lui donner des données
avec des règles et donc il me donne un résultat. Donc typiquement dans l'automatisation, ben là, en fait, c'est l'inverse. Je vais lui donner des données avec des résultats et lui-même va devoir définir c'est quoi les règles à l'intérieur. Et c'est comme ça que le modèle d'intelligence artificielle, de machine learning se crée. Typiquement, là, dans le modèle, il a compris que s'il y avait des oreilles comme ça, alors c'est un chien, s'il y avait des oreilles comme ça, alors c'est un chat. Et c'est comme ça que petit à petit, il est monté en compétence pour comprendre exactement, mais ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et donc là, ça change tout. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir à donner les règles, maintenant c'est l'IA elle-même qui trouve les règles. Et en trouvant les règles, elle peut trouver des règles que même nous, on n'avait jamais pensé. Typiquement, sur vos emails, les emails, vous pouvez vous demander, ben voilà, comment on sait qu'un email arrive dans l'inbox, donc dans la boîte principale, ou alors en spam? Ben c'est quoi derrière? C'est du machine learning. C'est exactement la même chose. Comment en fait? Bah, en fait, typiquement, Google, Microsoft a donné des millions et des millions et des millions parce que oui, au lieu de donner que 50 images à un enfant, bah, là, on peut donner des millions d'images à une IA, donc ça va aussi beaucoup plus vite en termes de temps. Et donc là, par exemple, Google a donné des millions d'emails qu'ils considéraient bons et des millions d'emails qu'ils considéraient spam. Et l'IA elle-même a trouvé des patterns. Donc je sais pas, c'est pas forcément parce qu'il y a 5 fois le mot gratuit que l'email est un spam. Ça dépend aussi de plein d'autres caractéristiques. Donc le modèle s'entraînait tout seul à comprendre comment on définissait si un email devait être en spam ou dans l'inbox. Et c'est comme ça en fait que maintenant les modèles fonctionnent. Donc même nous en fait, hein, même le dirigeant de Google ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est des modèles, c'est un petit peu des boîtes noires qu'on crée avec des règles à l'intérieur et les règles sont créées elles-mêmes par l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, il y a différents types d'apprentissage, je ne vais pas entrer en détail, mais on peut avoir de l'apprentissage supervisé, on peut avoir de l'apprentissage non supervisé. Donc là, c'est en fonction de comment on récompense notamment, les IA. Notamment un exemple sur de l'apprentissage non supervisé, c'est une IA qui elle-même comprenait, comment jouer à un jeu. Vous savez, le jeu où il y a la boule qui part et en même temps, je vous mettrai un screenshot et en même temps, nous, on peut jouer avec le doigt pour que la boule aille toucher les blocs. En fait, au début, l'IA, on se rend compte qu'elle n'arrive pas en fait. Par exemple, la balle arrive ici et elle se met à l'opposé parce qu'elle comprend pas les règles. On lui a pas donné. On lui a juste dit: «Beh, joue» et en fait, au bout de 10-15 minutes, elle commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc on lui donne le résultat comme quoi c'est bon ou c'est mauvais et c'est comme ça que petit à petit, en fait, la machine est juste à la fin injouable et juste, ben voilà, impossible de perdre. Vraiment, le niveau du machine learning, c'est se dire: on teste, on ajuste et le modèle va apprendre tout seul, au fil du temps, les bons paramètres. Par contre, le point important sur le machine learning, c'est que c'est sur des données structurées. Données structurées, c'est quoi? C'est typiquement votre tableau Excel avec nom, prénom, date, et cetera. Ça, c'est le machine learning, c'est sur les données structurées. Quand on va parler de données non structurées, on parlera plus de deep learning et c'est là qu'on va aller juste ensuite. Pour donner juste rapidement quelques exemples, hein, voici quelques exemples du machine learning. Donc, par exemple, de l'analyse prédictive, par exemple aussi du matching. Par exemple, je ne sais pas moi, d'un côté, vous avez des biens, parce que vous êtes voilà, dans l'immobilier, vous avez des biens avec des caractéristiques. D'autre côté, vous avez des profils acheteurs et le but, c'est faire en fait des coïncidences entre les acheteurs et vos propriétés. Mais là, tout simplement, c'est quoi? C'est du machine learning. On pourrait aussi faire, voilà, de l'analyse de risque sur des projets ou encore Netflix typiquement, qui sait exactement quelle série vous allez regarder à quel moment parce que pareil, c'est des modèles qui sont entraînés grâce à du machine learning et qui savent du coup, au final, quelles sont les séries que vous avez plus de chances de regarder, dans les prochains jours ou en tout cas au moment où vous allez ouvrir Netflix. Le troisième niveau, comme je disais, c'est donc là le niveau du deep learning. Donc là, c'est vraiment le moteur qui va être derrière la compréhension du langage, les images, de la voix, et cetera. Là, on parle plus de données structurées avec uniquement quelque chose de très cadré. Donc par exemple, le tableau Excel, comme je le disais, là, c'est du deep learning où en fait, on va l'analyser en différentes couches. Donc ça va nous permettre notamment de comprendre et d'avoir du contexte, notamment des images, des voix, et cetera. Donc quand on parle notamment de chiens et de chats à l'heure, ça peut être dans la plupart des cas plutôt sur du deep learning plutôt que sur du machine learning. C'est juste pour vous exemplifier de manière assez simple. Ici, par exemple, hein, des exemples très concrets, de détecter automatiquement des défauts sur une pièce via les caméras. Vous savez, sur une chaîne de production, vous mettez des caméras pour détecter s'il y a un défaut et dès qu'il y a un défaut, beh, vous le mentionnez. Là, comment on fait? Beh, notamment grâce à du deep learning. Ça va être aussi de l'OCR, vous savez, quand vous allez extraire des informations d'un document, donc extraire des données automatiques dans des rapports qualité, ça peut être aussi grâce à du deep learning. Ça peut être aussi analyser automatiquement les données de production, encore transcrire et synthétiser des réunions techniques. Bah, là, exactement pareil, c'est aussi du deep learning. Ici, hein, je vous ai mis des exemples, hein. Typiquement, quand on parle de ChatGPT, bah oui, ChatGPT, c'est du deep learning. Si on parle de reconnaissance faciale aussi, c'est du deep learning. Si on parle aussi de reconnaissance dans des villes, on en a fait notamment, des projets actuellement, il y a pas très longtemps sur ça. Mais voilà, la reconnaissance, c'est aussi sur, de la reconnaissance de véhicules, de personnes. Donc il y avait notamment une partie sur, sécuritaire, donc sur une reconnaissance par rapport aux armes, une reconnaissance par rapport au début d'incendie, de l'intrusion et le dernier point, c'était une reconnaissance par rapport à des débuts de bagarre, beh, ça en fait, c'est aussi grâce à du deep learning où le modèle est entraîné et en temps réel, on dit: «Beh, non, ça c'est pas une arme, oui, ça c'est une arme» et comme ça en fait tout seul, le modèle apprend, les différents paramètres.
Voilà, c'est des exemples, c'est quoi? De deep learning. Donc vous l'avez compris, si on résume rapidement, hein, l'IA, il y a l'IA symbolique d'un côté, donc avec des règles qui sont strictes, où on fait du A, B, donc c'est ce qu'on a vu au début, hein, les règles toutes simples. Ensuite, il y a la partie machine learning, où les systèmes apprennent les patterns à partir des données pour s'améliorer auprès du temps. Et à l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning qui est encore plus simple, où là, c'est vraiment des systèmes qui vont, enfin plus simple, au contraire, plus complexes. Là, c'est vraiment des systèmes, neuronaux, vous savez, comme des neurones, en fait, qui sont dispatchés avec différentes couches pour aller interpréter et notamment comprendre de la donnée qui va être non structurée. Donc là, par exemple, ça va être grâce au big data et c'est tous les exemples qu'on a pu voir et donc ChatGPT fait notamment partie du coup du deep learning parce que vous avez compris, hein, quand on parle à ChatGPT, il y a aussi toute une couche contextuelle qui se rajoute donc voilà. Et l'IA, le gros, si on doit, le résumer, c'est une machine qui peut imiter, comment un humain, réfléchit et agit et prend des décisions et en fait, c'est dans tout ça que tous ces concepts se rajoutent. Par contre, le point crucial de l'IA, hein, c'est que l'IA, quand on parle d'IA, il faut des données. Donc, par exemple, des caméras, des fichiers, du Excel, des databases, des graphiques, du texte, et cetera. Si on a de la donnée, l'IA peut travailler, elle nous donne un résultat. En revanche, bah, s'il n'y a pas de données, bah, l'IA ne ressort juste absolument rien. C'est pour ça que, à partir de n'importe quelle transformation digitale, il faut qu'on commence à parler data. Parce que c'est grâce à la data que l'IA est performante. Depuis tout à l'heure, quand je vous parle d'IA, je vous parle un petit peu des mécanismes de comment ça fonctionne. Mais toujours au début, il y a quelque chose qui rentre dedans. Et ça, c'est quoi? C'est la donnée. C'est pour ça que la donnée, c'est vraiment la cause même de l'intelligence artificielle. Sans données, il n'est possible absolument de rien faire. Nous, souvent, les entreprises, au début, quand on les accompagne, on parle d'abord de données, de structuration, de gouvernance, pour comprendre mais comment ils ont actuellement leurs données, et c'est sur ça qu'on peut construire. L'IA, au final, n'est que la conséquence de ces données. L'IA apprend à partir de données, l'IA raisonne à partir de données, et l'IA produit des résultats à partir de données. En fait, la donnée, c'est le cœur même de l'intelligence artificielle. Notamment un terme qui est assez connu en informatique, GIGO, garbage in, garbage out, ce qui signifie si on donne de l'IA de la donnée de mauvaise qualité à une IA, alors le résultat qui en ressortira sera aussi de mauvaise qualité. Typiquement, si demain je veux créer un modèle et je mets que des fake news, bah alors le résultat qui en sortira, ce sera aussi que des fake news. Puisque l'IA, au final, ne s'entraîne que sur les données qu'on lui donne. Il y a donc 3 grands types de données, hein, dans une organisation, si on doit résumer rapidement, et il faut savoir que toutes les données n'ont pas forcément la même nature. Premièrement, il y aura les données structurées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec notamment la partie machine learning, hein, ça va être idéal pour ça, avec de l'ERP, du MES, des données machines, des tableaux où tout est très bien structuré, on a toutes les informations et on peut aller voir ça en temps réel, notamment tout ce que vous allez avoir sur Excel. Ensuite, il va y avoir les données non structurées, avec tout ce qui va être PDF, rapport qualité, procédure, documents techniques. C'est en fait toutes les différentes choses qui ne vont pas être structurées. Donc ça va être à la fois de la voix, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, etc. Donc là, ça va être notamment idéal pour, par exemple, du deep learning. Typiquement, quand vous donnez votre PDF à ChatGPT pour qu'il vous l'analyse, ben, en fait, c'est pas du machine learning, c'est vraiment de la donnée non structurée, puisqu'un PDF, ben, ça peut avoir plein de différents formats, ça va être écrit différemment en fonction des choses, alors que de la structurée, on veut vraiment que ce soit quadrillé avec un tableau et c'est très simple à comprendre. Même n'importe qui pourrait me dire, beh, voilà, dans cette case, il y a ça, dans ça, il y a ça, et sans forcément pouvoir l'interpréter derrière. Et pour finir, le troisième pendant, hein, qui est le pendant le plus simple et le plus important au final aussi, hein. Nous, c'est souvent quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose en fait qui est tellement important, ça va être les données métiers, donc avec les règles internes, les habitudes, les logiques de décision, les validations humaines. C'est toutes ces choses-là en fait qui vont nous permettre nous de construire des agents fiables sur le long terme grâce à cette partie, données métiers. Et donc c'est sur ça en fait, hein, qu'on va capitaliser et vous allez pouvoir créer de vrais actifs grâce à l'intelligence artificielle. Par contre, vous l'avez compris, hein, quand on parle de maturité IA, on parle avant tout de maturité data, puisque la donnée reste le sens même de l'intelligence artificielle. Et là, il y a 3 grands différents niveaux. Le premier niveau où les données sont dispersées à travers des Excel qui sont isolés, des emails, des PDF non indexés, donc un peu dans tous les sens. Ensuite, le deuxième niveau où il y a toutes les données qui sont centralisées, à travers du ERP, à travers du CRM, à travers du MES, à travers des bases communes avec une certaine standardisation qui est minimale. Et pour finir, le niveau 3 qui est le plus avancé, où là souvent, bon, on va aller plus vite en intelligence artificielle, c'est quand les données sont directement exploitables, donc elles sont propres, elles sont structurées, elles sont consolidées, elles sont interconnectées. Et donc là, notamment, ça va être par exemple bah, des machines, de l'ERP, de la qualité, de la maintenance, et tout ça en fait est connecté dans une seule et même plateforme ou une seule et même database. Et donc là, ça va être souvent ultra intéressant nous pour avoir des systèmes intelligents. Même si bien sûr, il est possible de mettre de l'IA, même si on est au niveau 1, on est au niveau 2, il faudra juste réfléchir un petit peu avant à comment on va structurer la donnée pour le donner à l'IA dans le système. Et nous, au sein de Stratia, notre vraie expertise, c'est de rendre l'IA concrète à travers des agents IA. On va donc voir concrètement c'est quoi un agent IA et je pense que c'est une partie qui intéresse pas mal de monde.
Un agent, tout simplement, ça va être un système qui va être capable d'exécuter une mission en suivant un processus, en utilisant des outils et en produisant un livrable qui est exploitable. On va maintenant décomposer un petit peu tout ça. Pourquoi un processus? Parce que c'est important que l'agent suive des étapes qui sont définies, qui sont des étapes métiers que vous avez pour automatiser tout le processus. Pourquoi les outils, c'est aussi important? Parce que tous ces outils doivent être interconnectés pour que l'agent puisse, comme un collaborateur que vous recrutez, avoir accès à ces outils-là pour prendre des meilleures décisions ou pour exécuter des choses à travers ces différents outils. Et pour finir, il doit aussi produire un livrable exploitable. Pourquoi c'est important? Parce que ce livrable-là, en fait, c'est tout simplement le résultat qui va sortir de l'agent. Si on résume rapidement, un agent, il va avoir toujours un rôle, donc par exemple un opérateur qualité, un planificateur production, un technicien maintenance. Il va aussi suivre un process, donc avec des étapes, des validations, etc. Des validations qui peuvent être humaines, des fois faites par aussi d'autres agents IA. Il va aussi utiliser des outils, que ce soit votre ERP, votre MES, vos données machines, vos documents techniques en fonction de ce qu'on veut automatiser ou de là où on veut implémenter l'agent IA. Et pour finir, il va aussi produire un résultat concret, donc que ce soit des alertes, du rapport qualité, de la recommandation technique, du planning optimisé, etc. Donc pourquoi c'est important? Parce que ce résultat-là, c'est en fait vraiment ce qu'on attend derrière de l'agent IA. Ici, je vous ai mis des exemples d'agents IA qui peuvent être développés. Un agent IA d'analyse de production qui va par exemple analyser les données machines et détecter automatiquement des anomalies. Ça peut être un agent de maintenance prédictive qui va analyser les vibrations, les températures et prédire les pannes machines à travers des données qu'on va les récupérer à travers des capteurs. Un agent de contrôle qualité qui va aller analyser les images ou les rapports qualité et détecter des défauts ou encore des incohérences ou encore, voilà, je vous laisserai lire la suite des différents agents, je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà, c'est vraiment des agents IA qu'on peut créer, c'est pour vous donner des idées et vous voyez qu'à chaque fois, le centre même de l'agent IA, c'est qu'il y a des données qu'on va les récupérer. Donc, analyse de production, on va prendre les données machines. Contrôle qualité, on va aller analyser les images. Maintenance prédictive, on va analyser les vibrations, les températures. Donc là aussi, il va falloir remonter la data. C'est vraiment la data qui va souvent être au cœur même de l'agent IA. En revanche, voilà, sur quoi repose un agent IA? Il y a 5 différentes choses qu'il faut comprendre. Ces 5 différents blocs qui sont juste indissociables pour avoir un agent IA de qualité. Premièrement, ça va être le cerveau, ça va être le LLM. Donc tout ce qui va nous permettre de comprendre, de synthétiser, de générer, d'extraire. Donc ça peut être des modèles, comme par exemple du Mistral, du Claude, du ChatGPT, du OpenAI, etc. Ou alors des fois, ça peut être aussi des modèles que vous allez faire tourner en local chez vous, donc en fait des IA qu'on va installer avec aussi de la puissance de calcul au sein même de votre entreprise et donc pas forcément se rattacher à ce type de modèle d'intelligence artificielle. Ensuite, il va y avoir la partie mémoire. Ça va être super important, vous avez compris, d'avoir ces données qui sont structurées, donc ça va être des Excel, ça va être des bases de données, ça peut être des capteurs, ça peut être des caméras qui vont nous permettre d'aller récupérer de l'information et donc ensuite pouvoir exécuter des choses grâce à l'agent IA. Ensuite, il va y avoir vos outils, que ce soit tous vos systèmes, toutes vos automatisations, tous les différents outils que vous avez, donc la suite Google, la suite Microsoft ou encore du OneDrive ou votre logiciel de production, votre ERP, votre MES. Tout ça, on en a besoin pour aller effectuer aussi des actions à l'intérieur si l'agent a besoin d'effectuer des choses. L'avant-dernier point, c'est aussi toute la partie cadre, entre gouvernance et sécurité, avec tout ce qui va être droit d'accès, tout ce qui va être confidentialité, tout ce qui va être traçabilité, et cetera, qui sont aussi un point qui est central. Et pour finir, il y a la partie règles, où ça va être aussi important, du coup, comme je vous l'ai dit, les règles métiers, vous vous en souvenez, c'était la troisième partie qu'on a parlé de data. En fait, les règles métiers, ça va être toutes les actions qu'il va devoir effectuer, les standards, les process, tout le savoir qu'il va devoir accumuler. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et c'est notamment grâce à ça, souvent, que vous allez créer un vrai facteur de différenciation et vous allez créer un vrai actif pour votre entreprise. Alors maintenant, vous allez me dire: «OK, très cool, je pense que j'ai quand même compris maintenant le gros de c'est quoi l'IA». Maintenant, vous allez me dire: «Mais par où commencer?» Nous, notre approche, c'est vraiment de se dire qu'il faut partir du réel, il ne faut pas partir de la technologie. Pourquoi? Parce que la technologie évolue et souvent quand on parle de la technologie, on le voit un petit peu avec la bulle actuelle, en fait, on se retrouve avec pas forcément de gains business qui sont concrets. C'est pour ça que nous, notre approche, c'est de se dire on part toujours des problèmes. On part jamais des outils, on va partir des frictions opérationnelles réelles des équipes, on va partir des tâches répétitives, on va partir des goulots d'étranglement. Si vous, par exemple, vous savez que vous avez un plafond de verre à cause de telle tâche, ben, on va partir de ça. Ou encore du temps perdu qui va être invisible, et c'est notamment pour ça souvent qu'on fait des audits pour aller trouver ce type de tâches, ce type d'opportunités pour commencer à implémenter ces agents. L'idée là, c'est vraiment de se dire on ne cherche pas des idées, on va chercher des points de friction business qui vont souvent être assez, comment dire? Assez évidents en fait. C'est que vous quand vous allez réfléchir, vous allez vous dire: «OK, c'est sur ça qu'il faut que je commence». Donc là, vraiment le point, c'est de dire on ne vient pas installer de l'IA, on vient vraiment résoudre des problèmes concrets que vous vivez au quotidien et c'est en fait l'IA qui se met au service de l'entreprise et pas l'entreprise qui s'adapte à l'IA, sinon ça a aucun sens. Par rapport à ça, les 3 principes clés qu'on a en entreprise, nous, c'est que toujours commencer petit, concret, mesurable, On fait pas de chantier sur 18 mois, on fait pas de transformation théorique, on fait pas, quelque chose, voilà, de gros qui dure des années, parce que tout simplement, ça va tellement vite actuellement que ça n'aurait pas de sens de faire quelque chose qui dure des années. Là, vraiment, on part sur un cas précis, avec un livrable qui est clair, un gain qui est mesurable et c'est comme ça qu'on commence à implémenter un agent IA en entreprise. Ensuite, l'autre point, c'est qu'il faut être rapide, mais à la fois aussi structuré.
Notre point, c'est de se dire maintenant, on met en place ça seulement quelques semaines, on met pas des années à mettre en place. Pourquoi? Parce que rapidement, il est important d'aller se confronter au marché, se confronter aux réalités et du coup d'aller contrôler les tests qu'on va mettre en place, de valider aussi le besoin auprès du métier parce que souvent, on a pu, je pense, vous avez aussi expérience, se retrouver sur des projets qui ont duré 6 mois, 8 mois, 1 an et en fait, vous vous rendez compte au bout d'un an qu'en fait, beh, le projet ne répond pas du tout à une douleur réelle qu'ont les opérationnels. Et pour finir, quand c'est validé par le métier, on peut aussi ajuster progressivement. Donc ça, c'est un point qui est ultra important de pouvoir être adaptable, mais par contre toujours structuré parce qu'on comprend l'enjeu qu'on définit. Il y a tout qui est clair, il y a tout qui est conforme aussi, hein, dans une logique de gouvernance et donc ça, c'est aussi un point qui est tout à fait, important. Et pour finir, le dernier point, qu'on soit aussi adaptable avec des technologies et des usages qui évoluent très rapidement. Souvent, les entreprises, nous, c'est vraiment ce on leur conseille tellement tout évolue, en fait, il faut aussi que les technologies, puissent évoluer en fonction de ce qu'elles mettent en place. Les priorités business aussi, hein, évoluent, donc il est aussi important d'être adaptable et ça revient un petit peu à ce qu'on disait, hein, mais tous les projets figés pendant 2 ans où, en fait, on ne prend pas en compte toutes les nouvelles technologies, ça n'a aussi pas de sens. Et pour finir, voilà, le dernier point, c'est qu'on préfère quand même souvent plutôt avoir des systèmes qui sont évolutifs plutôt qu'avoir des systèmes qui sont figés avec le temps. Voilà un petit peu la globalité de notre réflexion par rapport à l'IA. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas maintenant si vous avez des questions par rapport à tout ça, à les poser en commentaire. J'y répondrai, voire même si vous voulez m'écrire par mail, vous pouvez aussi si c'est une question qui est plutôt spécifique par rapport à vous. N'hésitez surtout pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous avez compris maintenant le pendant de l'IA. L'IA, c'est pas que ChatGPT, ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous avez aussi compris, hein, que la donnée reste le cœur même de l'intelligence artificielle et aussi comment l'intégrer rapidement en entreprise. Il ne faut pas passer par des projets trop gros, on commence par du petit, du concret, du mesurable et c'est comme ça qu'on peut construire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite.